Sophie claqua la porte de l'appartement avec une violence qui fit trembler les murs. Ses mains tremblaient, tenant encore le téléphone où elle avait vu les messages des mots tendres. Des promesses échangées avec une autre femme. Comment Émilie, sa compagne depuis 5 ans, avait-elle pu lui faire ça? Elles vivaient ensemble à Paris, dans ce petit nid du Marais qu'elles avaient construit pierre par pierre. Et maintenant tout s'effondrait. Sophie s'effondra sur le canapé, les larmes coulant sur ses joues, se demandant si leur amour n'avait été qu'une illusion. Le lendemain matin, Émilie rentra du travail, ignorant tout du chaos qu'elle avait semé. Elle travaillait comme avocate dans un cabinet spécialisé en droits humains, défendant souvent des causes LGBTQ+, ce qui avait d'abord attiré Sophie vers elle. Sophie, professeure de littérature à la Sorbonne, avait toujours admiré la passion d'Émilie pour la justice. Mais aujourd'hui, cette admiration s'était muée en rage. Qui est-elle? Demanda Sophie d'une voix glaciale dès qu'Émilie franchit le seuil. Émilie blêmit, posant son sac par terre. De quoi parles-tu? Balbutia-t-elle. Mais son regard fuyant la trahit. La confrontation fut brutale. Sophie brandit le téléphone. Les preuves irréfutables sous les yeux d'Émilie. Des textos datant de moi. Des rendez-vous secrets dans des cafés discrets. Émilie s'assit, la tête entre les mains. C'est pas ce que tu crois, Sophie. C'est compliqué. Mais Sophie n'était pas d'humeur pour des explications vaseuses. Elle hurla, accusant Émilie de détruire leur vie commune, de piétiner leur rêve de mariage car en France, depuis 2013, elles pouvaient se marier. Et elles en parlaient souvent. Émilie pleura, avouant que l'autre femme, une collègue nommée Laura, était entrée dans sa vie lors d'un dossier difficile sur la discrimination au travail. Les jours suivants furent un tourbillon de douleur. Sophie oscillait entre le désir de pardonner et la fureur de la trahison. Elle se rappelait leur rencontre, un soir pluvieux à une manifestation pour les droits des femmes. Où Émilie, avec son charisme magnétique, avait pris la parole. Sophie, alors étudiante, avait été captivée. Leur premier baiser sous la tour Eiffel. Cliché mais magique. Maintenant, tout cela semblait souillé. Émilie, de son côté, luttait avec sa propre culpabilité. Elle aimait Sophie profondément, mais Laura représentait une échappatoire à la routine, à la pression de leur relation exposée aux regards familiaux. La famille de Sophie était conservatrice, originaire de la campagne normande. Sa mère, veuve, n'avait jamais pleinement accepté l'orientation de sa fille. C'est une phase, disait-elle souvent. Quant à la famille d'Émilie, plus libérale mais catholique pratiquant, ils toléraient sans approuver. Cette trahison risquait de tout faire exploser. Sophie décida de confronter Laura. Elle trouva son adresse via les messages et se rendit à son appartement dans le 11e arrondissement. Laura, une femme d'une trentaine d'années aux cheveux courts et au regard franc, ouvrit la porte surprise. Je sais tout, lança Sophie. Laura ne nia pas, mais expliqua que Émilie lui avait dit que leur relation était en pause. Mensonge. Bien sûr. Cette révélation amplifia la douleur de Sophie. Émilie avait non seulement trahi, mais menti pour justifier son infidélité. De retour chez elle, Sophie fit ses valises.
Je pars chez ma sœur, dit-elle. Émilie supplia, promettant de tout arrêter, de consulter un thérapeute. Mais Sophie avait besoin d'espace. Elle partit pour Lyon, où vivait sa sœur aînée, Marie, mariée avec 2 enfants. Marie, hétérosexuelle et supportive, l'accueillit à bras ouverts. Les relations sont compliquées. Surtout les vôtres avec tous ces jugements autour, dit Marie en versant du vin. À Lyon, Sophie réfléchit à sa vie. À 32 ans, elle se sentait perdue. Était-ce la société qui les avait poussés à cette crise? Les regards en coin dans la rue? Les commentaires subtils au travail? Ou était-ce simplement la faiblesse humaine? Elle appela une amie, Claire, une lesbienne assumée qui militait activement. Claire l'encouragea, ne laisse pas ça définir ton identité. Bats-toi pour ce que tu veux. Mais Sophie doutait. Émilie, pendant ce temps, sombrait dans la dépression. Elle annula des rendez-vous professionnels, se repliant sur elle-même. Laura essaya de la contacter, mais Émilie la bloqua, réalisant l'ampleur de sa erreur. Un appel inattendu changea la donne. La mère de Sophie, apprenant la rupture via Marie, téléphona. Reviens à la raison, ma fille. Peut-être que c'est un signe que ce n'est pas pour toi. Ces mots ravivèrent la colère de Sophie. Elle défendit son amour pour les femmes, accusant sa mère de bigoterie voilée. La conversation dégénéra en dispute, Sophie raccrochant en larmes. Cela la poussa à reconsidérer, valait-il mieux pardonner Émilie ou tout abandonner pour éviter plus de souffrance? Émilie décida d'agir. Elle prit le train pour Lyon, déterminée à reconquérir Sophie. À la gare, elle attendit nerveusement. Quand Sophie arriva, envoyée par Marie, les 2 femmes se regardèrent longuement. Je t'aime. Et j'ai tout gâché, avoua Émilie. Sophie, touchée mais méfiante, accepta de discuter. Elles marchèrent le long du Rhône, parlant des heures. Émilie expliqua ses doutes, la peur de l'engagement total dans un monde qui les marginalisait encore. Sophie admit ses propres insécurités, la pression de prouver que leur amour était normal. Cette conversation marqua un tournant, mais pas une résolution. Sophie rentra à Paris avec Émilie, mais imposa des conditions, thérapie de couple, transparence totale. Les semaines suivantes furent tendues. Chaque jour une bataille contre la méfiance. La société autour d'elle n'aidait pas, un collègue d'Émilie fit une remarque homophobe déguisée, ravivant les blessures. Sophie, dans ses cours, intégra des thèmes LGBTQ+ pour se sentir empowerée. Pourtant, un nouveau conflit surgit. Laura, refusant d'être ignorée, envoya un email à Sophie, prétendant que Émilie l'avait manipulée. Sophie, furieuse, confronta Émilie à nouveau. C'est elle qui ment, s'exclama Émilie. La vérité émergea, Laura était obsédée, ayant poursuivi Émilie malgré ses refus initiaux. Mais pourquoi Émilie n'avait-elle pas tout dit? Par honte? Par peur de perdre Sophie? Cette révélation approfondit leurs liens, mais aussi les cicatrices. Sophie se demanda si elle pouvait vraiment faire confiance. La pression familiale s'intensifia, la mère d'Émilie invita le couple à un dîner, où des questions sur des enfants normaux fusèrent.
Émilie défendit leur relation. Mais Sophie se sentit blessée. Comme une intruse. À la fin de ce premier chapitre de leur crise, Sophie prit une décision, elles iraient en thérapie. Mais au fond d'elle, elle savait que le chemin serait long. Semé d'embûches sociétales et personnelles. La thérapie commença dans un cabinet discret du 6e arrondissement. La thérapeute, une femme d'une cinquantaine d'années spécialisée en couple LGBTQ+, les écouta patiemment. Sophie exprima sa douleur, la sensation d'être brisée. Émilie admit sa faiblesse, expliquant comment le stress professionnel l'avait poussée vers Laura comme une distraction. Mais c'était une erreur. Pas une fin, dit-elle. La thérapeute les guida vers une compréhension mutuelle. Mais les sessions révélaient des fissures plus profondes. Sophie luttait avec son identité. Élevée dans une famille où l'homosexualité était tabou, elle avait toujours dû se battre pour s'accepter. À l'université, elle avait exploré sa sexualité, mais les rejets subtils l'avaient marquée. Émilie, issue d'un milieu plus ouvert, avait moins de bagages, ce qui créait un déséquilibre. Tu ne comprends pas ce que c'est que d'être jugée constamment, reprocha Sophie lors d'une session. Émilie pleura, avouant qu'elle minimisait pour protéger Sophie. En parallèle, leur vie sociale se compliqua. Des amis communs prirent parti, certains accusèrent Émilie de trahison. D'autres minimisèrent l'affaire comme normale dans les couples modernes. Une soirée chez des amies lesbiennes tourna au vinaigre quand une invitée, ivre, lança « Les infidélités. C'est courant chez nous ». Avec toute cette pression hétéronormative, Sophie s'enfuit, se sentant invalidée. La famille de Sophie intervint à nouveau. Sa mère vint à Paris, prétextant une visite médicale. Au dîner, elle questionna « Et si tu essayais avec un homme ?» Pour voir. Sophie explosa, défendant son amour pour Émilie. La mère, larmes aux yeux, avoua sa peur de la solitude de sa fille dans une société pas prête. Ce moment de vulnérabilité toucha Sophie, mais ne changea rien à sa détermination. Émilie, de son côté, affronta Laura au travail. Elle demanda une mutation pour éviter le contact, mais Laura refusa, menaçant de révéler tout au cabinet. « Tu m'as utilisé », accusa Laura. Émilie, paniquée, confia à Sophie. Ensemble, elles décidèrent de porter plainte pour harcèlement. Ce processus les unit, transformant la trahison en une bataille commune contre l'injustice. Mais les motins osaient surgir. Était-il juste de détruire la carrière de Laura pour se protéger? Sophie doutait, se rappelant ses propres erreurs passées. Émilie insista, c'est elle qui a franchi la ligne. La plainte fut déposée, et Laura fut suspendue. Cela apporta un soulagement, mais aussi une culpabilité. Sophie se demanda si leur relation valait tant de dommages collatéraux. Leur intimité émotionnelle revint progressivement. Des promenades au jardin du Luxembourg, des dîners romantiques. Mais un soir, Sophie trouva un vieux journal d'Émilie, révélant des doutes sur leur futur dès le début. Suis-je vraiment lesbienne? Ou est-ce par rébellion, lisait une entrée. Blessée, Sophie confronta Émilie. C'était avant toi, expliqua Émilie. J'ai eu des doutes. Comme beaucoup. Cette révélation déclencha une crise identitaire chez Émilie.
Elle consulta seule la thérapeute, explorant son bisexualité refoulée. Sophie, apprenant cela, se sentit trahie à nouveau. « Tu m'as fait croire à un amour pur », cria-t-elle. Émilie répondit, « L'amour n'est pas binaire. Je t'aime toi. » Pas un label. La société amplifia le drame. Un article dans Le Monde sur les défis des couples LGBTQ+ en France résonna avec elle. Discrimination au travail, violence verbale, pression familiale. Sophie participa à un panel universitaire sur le sujet, gagnant en confiance. Mais à la maison, les tensions montaient. Émilie proposa une pause pour clarifier ses sentiments. Sophie refusa, on affronte ça ensemble ou pas du tout. Un voyage improvisé à la Côte d'Azur changea la perspective. Chez une tante d'Émilie, elles se reconnectèrent loin du tumulte parisien. Des balades sur la plage, des confessions sous les étoiles. Émilie affirma son engagement, « C'est toi que je choisis. » Malgré tout, Sophie, touchée, pardonna partiellement. De retour, un coup dur, la mère de Sophie tomba malade. Hospitalisée pour un cancer, elle demanda à voir sa fille. Sophie y alla avec Émilie, malgré les tensions. À l'hôpital, la mère, affaiblie, murmura, « Je veux ton bonheur, même si je ne comprends pas. » Ce moment de réconciliation adoucit Sophie, mais posa une question, pouvait-elle équilibrer amour et famille? Émilie, inspirée, organisa une surprise, une demande en mariage au Pont des Arts. À genoux, elle offrit une bague. Sophie accepta, larmes de joie. Mais au fond, elle savait que les défis persistaient. La société, les doutes internes, les trahisons passées. Leur union serait une déclaration, mais aussi un risque. Pourtant, des fissures réapparurent. Laura, revenue au travail, envoya des messages anonymes accusant Émilie d'abus de pouvoir. L'enquête interne s'ouvrit, menaçant la carrière d'Émilie. Sophie soutint sa compagne, mais douta, était-ce karma pour la trahison initiale? À travers ces épreuves, elles grandirent. Sophie apprit à affirmer son identité sans excuse. Émilie a affronté ses démons. Mais le prix était élevé, amitié perdue, confiance ébranlée, famille divisée. L'enquête au cabinet d'Émilie dura des semaines. Un calvaire administratif. Accusée de harcèlement par Laura, Émilie dut témoigner, produire des preuves. Sophie l'accompagna aux audiences, tenant sa main sous la table. « On va s'en sortir », murmurait-elle. Mais intérieurement, Sophie bouillonnait, pourquoi Émilie avait-elle laissé Laura s'approcher autant? La thérapeute les aida à naviguer ces eaux troubles, soulignant que la trahison initiale avait créé une vulnérabilité. Laura, lors de son témoignage, dépeignit Émilie comme manipulatrice, affirmant une relation consentie. Mais des emails prouvèrent le contraire, Émilie avait tenté de rompre plusieurs fois. Le cabinet conclut en faveur d'Émilie. Mais Laura fut licenciée. Victoire amère, car Émilie se sentait coupable. « J'ai ruiné sa vie », confia-t-elle à Sophie. Celle-ci répondit, elle a choisi son chemin. Ce chapitre clos, elles planifièrent le mariage. À la mairie du 4e arrondissement,
avec des amis proches. Mais les familles posaient problème. La mère de Sophie, en rémission, accepta d'assister, mais à contre-cœur. Celle d'Émilie organisa un brunch, où des oncles firent des blagues maladroites sur les modes modernes. Sophie serra les dents. Émilie défendit, c'est notre vie. Pas une mode. Les préparatifs révélèrent des conflits internes. Sophie voulait une cérémonie intime. Émilie plus publique pour affirmer leur visibilité. On doit montrer que l'amour LGBTQ+ est valide, argumenta Émilie. Sophie craignait les backlash, en France. Malgré les lois, les actes homophobes persistaient. Un soir, elles virent aux infos une agression contre un couple lesbien à Marseille. Et si c'était nous, murmura Sophie. Émilie, déterminée, rejoignit une association pour les droits LGBTQ+, organisant des ateliers. Sophie l'admira, mais se sentit éclipsée. Tu passes plus de temps là-bas qu'avec moi, reprocha-t-elle. Émilie s'excusa, expliquant que c'était sa façon de réparer ses erreurs passées. Un twist inattendu, une ancienne amie de Sophie, Isabelle, réapparut. Isabelle, lesbienne assumée, avait été son premier amour à l'université. Elles se revirent à un café. Isabelle confiant ses regrets. J'aurais dû te choisir, dit-elle. Sophie, flattée mais loyale, refusa toute avance. Mais elle garda le secret, craignant la jalousie d'Émilie. Quand Émilie découvrit un message d'Isabelle, la paranoïa s'installa. Tu me trompes, accusa-t-elle. Sophie nia, expliquant l'innocence. Mais la graine du doute était plantée, inversant les rôles. La thérapeute nota, la trahison laisse des traces indélébiles. Pour apaiser, elles partirent en week-end à Normandie, chez la mère de Sophie. Là, une confrontation familiale éclata. La mère, face à Émilie. Avoua, je pensais que c'était une phase. Mais je vois votre amour. Émue, Sophie embrassa sa mère. Mais un cousin conservateur lança une remarque homophobe, forçant Émilie à partir en larmes. Sophie le défendit. Mais le dommage était fait. De retour à Paris, Émilie questionna leur futur. Valeur-t-il la peine de lutter contre tout ça? Sophie, résolue, répondit, oui. Parce que c'est nous. Elles avancèrent vers le mariage, invitant Isabelle comme témoin pour montrer la transparence. Le jour J arriva. Dans une robe simple, Sophie marcha vers Émilie. Radieuse. La cérémonie fut émouvante. Des vœux promettant fidélité malgré les tempêtes. Mais aux réceptions, Laura apparut, ivre, hurlant des accusations. Scandale, invités choqués. Familles embarrassées. Sophie et Émilie la firent escorter dehors. Mais l'humeur était gâchée. Cette intrusion raviva les blessures. Sophie accusa Émilie d'avoir mal géré Laura. Émilie riposta, c'est du passé. Leur nuit de noces fut tendue. Un mélange de passion et de reproches. Les mois suivants, mariées, elles affrontèrent la réalité. Sophie fut promue à la Sorbonne, mais subit des commentaires subtils sur son style de vie. Émilie gagna un dossier majeur sur l'adoption pour couples homosexuels, se sentant utile.
Pourtant, un nouveau dilemme, l'envie d'enfant. Sophie en rêvait. Émilie hésitait, craignant les jugements. Elles consultèrent une clinique pour PMA. Mais la famille d'Émilie s'opposa, ce n'est pas naturel. Débat éthique, avait-elle le droit d'imposer ça à un enfant dans une société biaisée? Sophie insista. Émilie céda. Mais lors d'une consultation, Émilie avoua ses doutes bisexuels persistants. Et si je regrettais? Sophie, dévastée, questionna leur mariage. Était-ce une erreur? La crise culmina en une séparation temporaire. Sophie alla chez Marie. Émilie resta à Paris. Seules, elles réfléchirent. Sophie réalisa que l'amour impliquait l'acceptation des imperfections. Émilie comprit que ses doutes étaient sociétaux, pas personnels. Elles se réconcilièrent lors d'un appel émouvant. Reviens, supplia Émilie. Sophie rentra, promettant de travailler ensemble. Mais le prix, une confiance fragile. Des sacrifices constants. La réconciliation fut fragile. Comme un vase recollé. Sophie et Émilie reprirent la thérapie, focalisant sur la communication. On doit être honnête, même si ça blesse, dit la thérapeute. Émilie avoua ses attirances passées pour des hommes. Explorée jeune. Sophie, bien que blessée, écouta, ça ne change pas ton amour pour moi. Leur vie professionnelle prospéra. Sophie publia un livre sur la littérature LGBTQ+ française. Acclamé. Émilie devint partenaire au cabinet. Mais le succès attira l'attention, un interview télévisé exposa leur couple. Réaction mixte, soutien en ligne, mais aussi haine. Des messages anonymes menaçaient, vous détruisez la famille traditionnelle. Cela raviva les peurs. Sophie suggéra de déménager à la campagne. Pour la paix. Émilie refusa, fuir n'est pas la solution. Débat, devait-elle se cacher ou lutter? Un événement dramatique accéléra les choses. La mère de Sophie rechuta. Hospitalisée d'urgence. Sophie y alla seule. Émilie restant pour un procès. À l'hôpital, la mère confia, je regrette de ne pas t'avoir soutenue plus tôt. Sophie pleura, promettant de l'amener à Paris. Émilie, finissant son dossier, apprit pour Laura, elle avait tenté de se suicider. Blâmant Émilie. Culpabilité écrasante. Émilie visita Laura à l'hôpital, s'excusant. Laura, repentante, avoua sa obsession. Pardonne-moi, murmura-t-elle. Émilie rentra troublée, confiant à Sophie. Cette révélation testa leur lien. Sophie accusa, tu y es allée sans moi. Émilie expliqua, pour clore le chapitre. Elles décidèrent de laisser le passé derrière. Sur le front familial, la mère de Sophie vint vivre avec elle pendant sa convalescence. Adaptation difficile, la mère, habituée à la Normandie, critiquait Paris. Mais des moments tendres émergèrent, comme quand elle cuisina pour elle. Peut-être que je me trompais, admit-elle un soir. Émilie, inspirée, poussa pour l'adoption. Elles entamèrent les démarches, affrontant des entretiens intrusifs. Votre orientation est-elle stable? Demanda un travailleur social. Indignation, Émilie défendit. Mais Sophie douta intérieurement. Un rebondissement, Isabelle contacta Sophie.
offrant de l'aide pour l'adoption via son réseau. Émilie, jalouse, confronta, pourquoi elle? Sophie rassura. Mais la tension monta. Lors d'une manifestation Pride, elles marchèrent main dans la main. Énergie positive, mais une altercation avec des contre-manifestants les secoua. Émilie fut poussée. Sophie la protégea. Cela renforça leur unité. Pourtant, un secret d'Émilie éclata, elle avait vu un thérapeute seul pour ses doutes bisexuels. Sophie se sentit trahie, tu me caches encore? Émilie expliqua, pour ne pas te blesser. Dispute majeure. Sophie partant chez Claire. Seule. Émilie réfléchit à ses choix. Avait-elle sacrifié trop? Sophie. Chez Claire. Entendit des conseils, l'amour vrai accepte les ombres. Réunion émouvante au café de leur rencontre. Je choisis toi. Chaque jour, dit Émilie. Sophie pardonna. Mais imposa, plus de secrets. Elles avancèrent avec l'adoption, obtenant l'agrément. Joie immense. Mais peur, l'enfant affronterait-il les mêmes préjugés? La mère de Sophie, témoin de leur résilience, bénit leur union avant de rentrer. Soyez heureuse, dit-elle. Mais un ultime test, Laura. Rétablie. Poursuivit Émilie en justice pour diffamation. Procès tendu. Émilie risquant sa carrière. Sophie témoigna. Défendant sa femme. Verdict, innocentée. Mais épuisée. À travers ces épreuves, elles payèrent cher, santé mentale fragilisée. Relations familiales tendues. Mais un amour forgé dans le feu. Le procès clos. Sophie et Émilie respirèrent enfin. Elles accueillirent une petite fille adoptée. Léa. Âgée de 2 ans. Joie pure, des nuits blanches. Des rires. Mais les défis sociétaux persistèrent. À l'école maternelle, des parents murmurèrent sur 2 mamans. Léa. Innocente. Grandie aimée. Mais Sophie craignait l'avenir. Émilie. Promue. Balança carrière et famille. Sophie enseigna avec passion, intégrant des thèmes inclusifs. Leur couple devint un modèle pour des amis. Pourtant, des ombres planaient. Isabelle revint, proposant un projet collaboratif à Sophie. Émilie accepta, montrant confiance. Mais lors d'un voyage professionnel, Sophie et Isabelle partagèrent une chambre platoniquement. Émilie, informée, douta. Confrontation, as-tu couché avec elle? Sophie nia. Blessée. Émilie admit sa peur, ancrée dans sa propre trahison passée. La thérapeute aida, la confiance se reconstruit lentement. Elles travaillèrent, organisant des dates pour raviver la flamme. La famille s'adapta. La mère de Sophie visita souvent, jouant avec Léa. Celle d'Émilie organisa des fêtes inclusives. Un climax, un débat national sur les droits LGBTQ+ impliqua Émilie comme experte. Elle parla de leur histoire, anonymement. Sophie. Fière. Mais exposée. Réaction, soutien massif. Mais backlash violent. Menace en ligne. Forçant une protection policière. Sophie questionna, valait-il la peine? Émilie répondit, pour notre fille. Oui.
Elles persistèrent, militant pour un monde meilleur. Des années passèrent. Léa grandit, posant des questions sur ses mamans. Elles expliquèrent avec honnêteté, affrontant les jugements scolaires. Un soir, Sophie trouva Émilie en larmes, lisant de vieux messages. « Je regrette tant, dit-elle. » Sophie embrassa, c'est ce qui nous a rendues fortes. Leur vie, marquée par trahison, pardon, lutte sociétale, était un témoignage de résilience. Mais à quel prix? Amour perdu? Santés ébranlées? Choix controversés. Finalement, elles vécurent, non heureuses pour toujours, mais authentiquement, dans un monde imparfait. Était-il juste de persister dans une relation forgée dans la douleur? Ou valait-il mieux abandonner pour éviter plus de souffrance?